Bonjour ou bonsoir à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'un auteur extrêmement important dans l'histoire des idées au XXe siècle. Il s'agit de Carl Schmitt. Carl Schmitt est fondamentalement un juriste allemand, mais qui, en dehors de ses écrits sur la philosophie du droit, le droit constitutionnel, le droit international, etc., a également beaucoup écrit sur le politique, la nature du politique, sur les problèmes de constitution, sur l'histoire de l'Église catholique, sur la théologie politique. Il y a toute une série de problèmes sur lesquels il s'est penché, également les relations internationales, la géopolitique, etc. On va essayer d'étudier ou de parler des aspects les plus essentiels de son œuvre, de façon à introduire à cette œuvre dont les facettes sont aussi nombreuses que multiples. Alors, quelques mots simplement pour fixer les choses du point de vue biographique. Carl Schmitt est né en Rhénanie-Westphalie, dans une petite ville qui s'appelle Plettenberg, en 1888, et il est mort dans la même ville, dans sa ville natale, en 1985, donc quasiment centenaire. Il se fait connaître sous la République de Weimar par des écrits sur le romantisme politique, sur l'Église catholique. C'est un conservateur catholique, influencé par la tradition contre-révolutionnaire, avec des gens comme Joseph de Maistre ou Donoso Cortés en Espagne. Et très vite, il va s'imposer comme un grand spécialiste du droit aux marges de cette vaste galaxie que l'on a appelée la révolution conservatrice allemande. On va le classer très vite comme le théoricien du décisionnisme en raison de l'importance qu'il donne à la décision politique dans la marche des affaires humaines. Il y a une phrase de lui très célèbre qui dit « Est souverain, est souverain, celui qui décide dans le cas d'exception ou sur le cas d'exception, les deux traductions étant possibles. » Et de fait, Schmitt s'est beaucoup intéressé à la situation d'exception, à l'état d'urgence, pour prendre une formule plus actuelle, et à ce que cela implique sur le plan politique. Je vais très vite. À la fin de la République de Weimar, va se passer un basculement dans la vie de Schmitt, basculement sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, mais qui va donner naissance à d'extraordinaires polémiques. En juillet 1932, Carl Schmitt appelle à voter contre le parti nazi. La même année, dans un livre qui s'appelle « L'égalité et légitimité », il va jusqu'à demander l'interdiction du parti nazi. Et puis, quelques mois plus tard, Hitler étant arrivé au pouvoir, il adhère au parti nazi. Alors, pour quelles raisons ? Toute une série d'hypothèses ont été avancées. On ne va pas rentrer dans cette discussion, mais le fait est que ce ralliement au régime lui vaut un certain nombre de postes importants. Il devient l'un des principaux juristes du Troisième Reich. Il est nommé rédacteur en chef de la Juristen Zeitung, qui est le journal des spécialistes de droit à cette époque. Et évidemment, son image bascule. Ça ne va pas durer longtemps. 3 ans plus tard, dès 1936, Schmitt, qui n'a jamais sur le fond partagé les idées nazies, fait l'objet d'une attaque très violente dans les colonnes du journal Das Schwarze Korps, qui est l'organe de la SS, et qui l'accuse de tous les péchés de la terre, d'être un opportuniste, d'être un juif camouflé, d'avoir des amis dans la communauté juive, d'être un catholique conservateur. Et là aussi, je passe les détails, c'est une attaque très violente qui est immédiatement relayée dans différentes autres sphères du régime. Très vite, Schmitt va en subir les conséquences. La presse reçoit l'ordre de ne plus parler de ses livres. Il fait l'objet d'une interdiction de voyager qui ne sera levée qu'en 1941. Et il perd toutes les fonctions qui lui avaient été offertes en 1933, ne parvenant guère à conserver que sa chaire
de professeur à l'université de Berlin. Le reste du Troisième Reich, il va le vivre dans une sorte, certainement pas d'opposition, mais je dirais de demi-exil, continuant à publier des livres dont on parle peu à ce moment-là, à publier dans des journaux relativement marginaux. En 1945, il est interrogé longuement à Nuremberg sur son rôle sous le Troisième Reich. Les interrogatoires ont d'ailleurs déjà été publiés et il est relaxé car on ne trouve rien à retenir contre lui. Néanmoins, il se trouve en quelque sorte ostracisé après la guerre. En 1950, il publie un nouveau livre très important, notamment sur l'histoire du droit international et du droit des gens, qui s'appelle le Nomos de la Terre. Et puis, jusqu'à sa mort, il va continuer à publier des livres qui vont avoir une certaine influence, mais encore relativement limitée. Je pense en particulier à son deuxième livre sur la théologie politique. Il en avait fait un en 1922, il en fait un autre en 1963. En 1970, il publie une théorie du partisan qui est assez remarquée et, comme je l'ai indiqué, en 1985, il meurt. Il est à cette époque relativement célèbre encore, assez connu, mais sans plus, en quelque sorte. Et c'est après sa mort qu'il va connaître une espèce de renommée, et même, il faut bien le dire, de gloire posthume tout à fait extraordinaire, puisque entre le début des années 90 et maintenant, on va voir se multiplier les écrits consacrés à Carl Schmitt. Il se trouve que j'ai moi-même publié une bibliographie de Carl Schmitt, à la fois bibliographie primaire et secondaire, c'est-à-dire les livres de lui et les livres et les articles sur lui, bibliographie qui fait quand même 600 pages environ, et l'on voit que d'année en année, la célébrité de Schmitt ne cesse de s'étendre. Alors Schmitt a été traduit très tôt dans des pays comme l'Italie, l'Espagne et le Japon, mais très vite, ça va se répandre comme une sorte de traînée de poudre. En France, avant la guerre, Schmitt n'a guère été traduit, sauf un livre sur le romantisme politique paru à la fin des années 20, qui a été d'ailleurs, il faut le dire, mal traduit. Et c'est seulement en 1972 que, dans la collection Liberté de l'esprit, dirigée par Raymond Aron aux éditions Calman-Lévy, va se trouver traduit l'un de ses plus célèbres livres, la notion de politique. On pourrait dire aussi le concept de politique, das Begriff des Politicians, avec notamment une préface de Julien Freund. Et puis, le mouvement va s'accélérer, on va voir les œuvres de Schmitt traduites bientôt après la chute du système soviétique dans tous les pays de l'Est, ainsi qu'en Russie, dans les pays scandinaves, dans les pays d'Amérique latine, en anglais et notamment aux États-Unis, et ça va prendre une ampleur telle que, pour vous donner une idée simple, à l'heure actuelle, il se publie dans le monde un livre sur Carl Schmitt tous les 10 ou 12 jours. Ce qui est vraiment considérable. Et je dirais que pour l'anecdote, j'ai apporté ici 2 livres, je ne sais pas si la caméra pourra saisir la couverture. Celui-ci, c'est un livre en anglais qui est le manuel Carl Schmitt de l'université d'Oxford, The Oxford Handbook of Carl Schmitt. C'est un livre qui fait quand même 1 millier de pages, et pour que l'université d'Oxford publie un manuel Carl Schmitt d'1 millier de pages, évidemment, ça donne une idée du succès qui est le sien dans le monde. Et puis ici, plus anecdotique encore, mais très révélateur, j'ai un livre en anglais également, tout récent, 300 pages quand même, sur Carl Schmitt en Chine. Car il faut savoir que les œuvres complètes de Carl Schmitt sont en cours de traduction à Pékin, et que les politologues chinois raffolent absolument de Carl Schmitt. Donc, on a là 2 illustrations assez drôles de l'influence de Schmitt aujourd'hui. Ce qui est également intéressant, c'est que Schmitt
a touché véritablement des gens de tous les milieux. À droite, il a touché des adhérents ou des tenants de la théorie réaliste en politique, mais sa critique du libéralisme, qui est une critique fondamentale dans son œuvre, a également touché une foule d'auteurs de gauche et d'extrême gauche, notamment en Italie, avec des gens comme Danilo Zola ou Giorgio Agamben ou d'autres, ou encore en Angleterre, puisque c'est en Angleterre qu'elle vit, Chantal Mouffe, qui a été un peu la théoricienne du mouvement Podemos en Espagne, et qui se définit elle-même comme une schmittienne de gauche. Et il y a comme cela, je pourrais vous donner bien d'autres noms, des schmittiens de droite et des schmittiens de gauche, des schmittistes et des schmittologues, disons. Donc on est devant un auteur qui n'a cessé d'exercer une influence considérable. Et évidemment, la question est un peu de savoir pourquoi. Alors, comme Schmitt a touché à énormément de sujets, on ne va pas pouvoir parler de tout, évidemment, mais on pourrait prendre quelques coups de projecteur principaux sur son œuvre. Et je pense d'abord, il faut commencer peut-être par le plus connu, la notion de politique, qui repose au départ déjà sur une distinction fondamentale entre le politique et la politique. La politique, c'est la politique telle qu'on la connaît, les élections présidentielles, la politique de tous les jours. Le politique, c'est autre chose. C'est une essence, aurait dit Julien Freund, c'est une dimension, ce n'est pas un domaine, c'est une dimension fondamentale de la vie des sociétés, au même titre que l'économie, que l'esthétique, etc. Et Carl Schmitt se penche sur ce problème de savoir dans quelle mesure le politique se confond par exemple avec l'étatique, ou si les deux peuvent être dissociés, et sa réponse est que les deux peuvent être dissociés, mais également la question de savoir quel est le critère du politique, qu'est-ce qui permet de dire que l'on se trouve en face d'une problématique de type politique ou non. D'où le recours à cette théorie Freund-Feind théorie, c'est-à-dire la théorie de l'ami et de l'ennemi. Alors, pour en parler, nous avons sur ce plateau Aristide Lecate, qui a écrit déjà sur Carl Schmitt et qui prépare un livre sur Carl Schmitt à paraître aux éditions Pardès, à paraître quand d'ailleurs ? Dans le courant de l'année, on va dire, bon, d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien. Bon, on va dire bientôt. Et d'autre part, un universitaire portugais, Alexandre Franco de Sá, qui est professeur de philosophie à l'université de Coimbra, au Portugal par conséquent, et par ailleurs au Brésil, professeur également à l'université catholique pontificale de... Paraná. Comment ? De l'État de Paraná. D'accord, très bien. Et qui, lui, a beaucoup travaillé déjà sur Carl Schmitt, puisqu'il a traduit 3 livres de Carl Schmitt en portugais, La notion de politique. C'est une nouvelle traduction, car il y avait déjà eu 2 autres traductions au Brésil auparavant. C'est une traduction nouvelle, mais qui est très remarquable, parce qu'elle comprend la traduction non seulement du texte d'origine, mais également des variantes des éditions successives. Il faut savoir que la première mouture, la première version de ce livre de Carl Schmitt sur la notion de politique est de 1927 et qu'il y a eu ensuite des éditions en 32, 33 et le livre n'a plus cessé d'être réédité. Vous avez également traduit Terre et Mer, Land und Meer, qui est un livre assez fondamental de Carl Schmitt dont nous aurons peut-être à reparler, dans lequel Schmitt se penche sur les conséquences idéologique et géopolitique de l'affrontement séculaire entre les puissances continentales et les puissances maritimes. Et puis l'autre livre, c'est le livre sur l'Église catholique, qui date de ses premiers livres, je crois qu'il date de 23 ou de 25. 23. Et que vous avez également traduit en portugais, plus tous les travaux que vous avez publiés sur Carl Schmitt. Alors, je dois dire que nous attendions un 3e invité, universitaire français celui-là, tout comme Aristide Lecate, qui est par ailleurs docteur en droit et maître de conférences dans une université française. Et il s'agissait de David Cumin,
David Cumin a écrit beaucoup d'articles sur Carl Schmitt et il a publié un livre sur Carl Schmitt qui est paru en 2005 aux éditions du Cerf et qui s'intitule « Carl Schmitt, une biographie politique et intellectuelle ». C'est un livre très important et David Cumin nous avait assuré qu'il serait là. Il habite en dehors de Paris. Je sais qu'il est en route, mais son train a peut-être été bloqué. Donc, s'il arrive en cours d'émission, nous l'accueillerons bien sûr avec plaisir. En tout cas, nous avons déjà ces deux invités pour parler de Schmitt. Alors, la notion de politique et le critère ami-ennemi, Aristide Lecade, qu'est-ce que l'on peut en dire de fondamental ? Alors, de fondamental et de très simple. Oui. Schmitt a une conception, d'ailleurs, il disait que tout concept de politique est d'abord polémique. Alors, polémique, pourquoi ? Parce que, polémique au sens de polémos, conflit, parce que la politique, c'est dans ce sens c'est sur ce point-là qu'il fondait son critère de reconnaissance du politique. Il considérait que il y avait le politique apparaissait lorsqu'il y avait un conflit. Alors un conflit, soit un conflit actuel, soit un conflit en devenir. Et ce conflit était polarisé autour de deux mots, l'ami et l'ennemi. Alors, il est évident que, dit comme ça, on pourrait considérer que c'est n'importe quel ami ou n'importe quel ennemi. Évidemment pas. Ce sont des amis ou des ennemis au sens politique du terme. Schmitt considérait que l'ami comme l'ennemi avait un caractère public, d'accord, et qu'il devait, par conséquent, être considéré comme tel, et non pas être traité comme des inimicus, l'ennemi comme inimicus, on peut avoir tout un chacun dans notre entourage des personnes avec qui l'on s'entend plus ou moins bien, que l'on pourrait éventuellement, encore que, considérer comme des ennemis, mais Schmitt n'est pas du tout sur ce plan-là, il est sur un plan strictement politique, de reconnaissance du politique, et c'est d'ailleurs, j'en profite pour souligner que ce critère du politique n'est pas chez Schmitt une essence du politique au sens de Julien Freund. Freud a d'ailleurs consacré une thèse sur l'essence du politique, mais Schmitt n'est pas du tout là. Schmitt cherche à reconnaître le politique. De la même façon, d'ailleurs, il considère que cette opposition ami-ennemi, alors on peut en discuter, mais je ne sais pas si on aura le temps, mais cette opposition ami-ennemi, il considère que finalement, qui est caractéristique du politique, eh bien, on la retrouverait de la même façon en morale avec l'opposition bien-mal, ou en esthétique, avec l'opposition beau et laid. Alors, le mot qu'utilise Schmitt, c'est le critère. C'est le critère. Qu'est-ce qui permet de reconnaître l'ennemi et l'admis, et qu'est-ce qui permet de reconnaître le politique? Alors, vous avez raison de bien distinguer deux choses, qui sont l'ennemi privé et l'ennemi public. Le latin a ceci d'intéressant qu'il a les deux termes. Inimicus pour l'ennemi privé et hostis pour l'ennemi public. Il est évident que, Schmitt parle de l'ennemi public. De l'ennemi public. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, Schmitt est un catholique, et alors on lui avait fait l'objection, mais dans les évangiles, il est dit qu'il faut aimer vos ennemis. Il a dit, attention, ce sont les ennemis privés, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas les ennemis, ce ne sont pas les ennemis publics. C'est-à-dire que le critère, c'est lorsque deux camps se mettent en présence, qui correspondent souvent à un « eux » et « nous », et cette polarisation, susceptible d'aboutir à une montée aux extrêmes, détermine une relation d'hostilité. C'est ça. Et ce qui lui permet d'ailleurs, alors pour le coup, il se situe, alors à la fois, je dirais, il a une double, Schmitt a une double ascendance, si on peut dire, intellectuelle, l'ascendance aristotélicienne, puisqu'on considère vraiment que l'homme est vraiment un animal politique. D'accord ? Donc, au sens vraiment encastré dans la cité. Et en même temps, une autre ascendance qui est celle de Clausewitz, puisqu'il considère que la guerre est une possibilité aussi du politique. Et là, il explique véritablement en quoi la guerre peut revêtir une dimension politique. Cette dimension d'ennemi, d'ailleurs, sur laquelle d'ailleurs beaucoup ont glosé de façon peut-être à contresens parfois, c'est que précisément le caractère public de l'ennemi en politique évite, et ça je dirais c'est quand même fondamental chez Schmitt, il ne faut pas l'oublier, évite de considérer l'ennemi
comme le criminel. Oui, alors là, on y reviendra après parce que c'est un autre chapitre. J'introduirai peut-être une toute petite distinction par rapport à ce que vous disiez à propos de l'ascendance aristotélicienne. Moi, je trouve que Schmitt n'est pas très aristotélicien. On le rattache souvent à l'augustinisme politique, car il ne dit pas. C'est d'ailleurs un point très mystérieux chez Schmitt. Il ne dit pas explicitement, comme le dit Aristote, que l'homme est un être politique et social, et en même temps, il montre qu'il y a partout du politique, car le politique peut sortir de ses instances politiciennes ou étatiques et se transplanter dans d'autres domaines, et à ce moment-là, le politique migre ailleurs. Donc ça... Et en même temps, quand on lit la notion de politique, il s'inquiète de la possibilité qu'un jour le politique puisse disparaître. Et là, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire et qui mériterait sans doute d'être fouillé. Alors, vous citiez Clausewitz. Schmitt s'est beaucoup intéressé à Clausewitz, il a fait un grand texte sur Clausewitz, et évidemment, on pourrait se dire qu'il inverse les termes de Clausewitz, tout en restant dans sa logique. Clausewitz disait « la guerre, c'est la politique faite par d'autres moyens ». Et Schmitt semble dire la politique, c'est la guerre faite par d'autres moyens. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Alexandre Franco Dessa? Eh bien, ça, c'est la guerre ou le conflit, oui. Disons. Mais j'aiderais le suivant. Schmitt, avec sa notion du politique, par le critère ami-ennemi, il s'oppose aussi à la grande tradition juridique allemande, notamment de Jelinek, par exemple, le positivisme Jelinek, quand Jelinek dit que le politique, c'est l'étatal, c'est-à-dire on peut réduire le politique à ce qui est l'État. C'est-à-dire, Jelinek cherche de s'approprier de cette tradition qui est aussi celle de Weber, n'est-ce pas, de l'État comme ayant le monopole de l'exercice de la violence légitime. Et quand Schmitt, je crois que la première phrase de ce livre, c'est le concept d'État présuppose le concept du politique, il inverte et fait l'inversion de cette notion de Georg Jelinek et de toute cette tradition. Et ça lui permet de voir la crise de l'État, c'est-à-dire l'État moderne, il l'interprète naturellement d'une façon weberienne. La grande fonction de l'État, c'est, on pourrait dire, la monopolisation du conflit, de la violence, mais en monopolisant la violence, ça le permet de dépolitiser la société en tant que défanatisée, on pourrait dire. C'est-à-dire on peut avoir des conflits politiques, mais pas des conflits au niveau du fanatisme. C'est-à-dire au niveau des mouvements qui ont une origine, si religieuse par exemple, ou économique. Et bien sûr, ça le permet aussi de comprendre ou d'avoir une thèse sur l'origine de la modernité comme une neutralisation politique du fanatisme, je dirais, d'une façon générale. C'est important parce que cette phrase sur laquelle s'ouvre la notion de politique, l'État présuppose le politique, effectivement, réagit contre toute une tendance en Allemagne qui disait le politique, c'est le produit de l'État comme la pensée, le produit du cerveau. Schmitt, au contraire, qui pourtant, il faut le dire, est un étatiste, sa sympathie va vers l'État, mais vers l'État politique, réalise bien d'abord que l'État, à son époque, dans les années 30, est déjà rentré en crise, et que cette crise se manifeste par une dépolitisation qu'il interprète, lui, comme une neutralisation. Dépolitisation parce qu'on sort l'action de l'État du polémos, donc on le sort de l'affrontement, donc on le sort de la pluralité des décisions possibles, car c'est lié aussi
au pluralisme. Il ne faut pas croire du tout que Schmitt est quelqu'un qui adore les affrontements, qui adore la guerre, ou qui défend les valeurs guerrières. Ce n'est pas du tout son point de vue. Absolument. Ce qu'il dit simplement, c'est qu'il n'y a pas de politique sans une dimension polémologique, agonale. Agonale, c'est le terme. Et ce qui est visé dans la démarche de Schmitt, finalement, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'État rentre en crise. Et l'État rentre en crise parce qu'il devient libéral. La montée du libéralisme dépolitise l'État, car le libéralisme aspire à régler les rapports entre les hommes et les groupes sociaux, à les faire sortir du rapport de force pour les aligner sur des mécanismes qui sont par exemple les mécanismes du marché, du dialogue, de la concertation, Habermas dira plus tard de la rhétorique communicationnelle, etc. C'est-à-dire qu'on puisse échapper à cet élément polémique. Et Schmitt dit non, on n'y échappe pas. Et lorsque l'État en sort, alors le politique va ailleurs, du côté des résistants, du côté des partisans, du côté de tous ceux qui continuent à véhiculer. Alors, on peut imaginer évidemment ce que Schmitt pourrait dire à la situation politique française actuelle, où on voit se constituer un grand groupe central qui essaye de nous faire croire que le politique est soluble dans l'économie, finalement. On va résoudre les problèmes économiques et donc il n'y aura plus d'affrontements. On va parvenir au consensus. Or, Schmitt dit très clairement, non, la politique, ce n'est jamais le consensus. Car quand on dit qu'il y a consensus, ça signifie qu'il n'y a plus de choix politique. Le politique, c'est qu'il y ait des choix possibles. S'il n'y a plus une pluralité de choix, d'où l'importance du pluralisme, alors il n'y a plus qu'une seule solution possible, et ça veut dire que le politique a été ramené aux techniques. On pourrait se demander quelle serait la différence entre le politique approprié par l'État ou le politique approprié par des mouvements sociaux qui montent à partir de la faiblesse de l'État. Et la différence, c'est vraiment comme je disais, c'est deux. D'un côté, c'est la violence de ce conflit. C'est-à-dire, le conflit politique pour Schmitt a toujours cette différence entre la dimension publique et la dimension privée. Absolument. Et aussi une autre chose, une deuxième chose, que c'est si l'État n'est pas capable est neutralisé donc par cette vision libérale de l'État et n'est pas capable d'exercer ou de s'approprier du politique, ça veut dire que les mouvements sociaux qui s'approprient de cette politisation de la société exercent le politique au niveau de l'homogénéisation de la société. C'est-à-dire créer une situation d'annihilement de la pluralité sociale. C'est ça. Alors, c'est la raison pour laquelle Schmitt dit très clairement que le geste politique par excellence, c'est la désignation de l'ennemi. Quand on est capable de décider de où est l'ennemi, c'est-à-dire quand on est capable de faire preuve de décision en disant « ceux qui nous menacent, ce sont ceux-là », et d'agir évidemment en conséquence, on est dans un geste politique. Et lorsqu'on dit « moi je ne veux pas avoir d'ennemis », eh bien ça ne vous met pas à l'abri, ça ne vous, comme le disait Julien Freund, ça ne vous voue pas à la paix, car ceux qui vous considèrent, eux, comme des ennemis, vos protestations de paix ne changeront rien au fait que pour eux, vous serez toujours l'ennemi. Dès lors que vous êtes désigné comme ennemi, déjà c'est bien sûr. Alors, c'est peut-être là qu'il faut venir, parce que je vois leur tourner, qu'il faut venir à ce que vous parliez à propos de la violence et de la guerre. Car ce qui est très intéressant, c'est que Schmitt, qui d'un côté souligne l'aspect polémologique de la vie sociale et politique, en même temps a une conception de la guerre qui est ordonnée à ce qui lui paraît avoir été l'une des plus belles pages de l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire le droit des gens européens, Ius Publicum Europeum, auquel il consacre en grande partie son fameux livre de 1950, Le Nomos de la Terre, et dans lequel il dit que la guerre doit être
mise en forme, comme le disait Vatel au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la guerre doit être limitée, et elle ne peut être limitée que si l'on ne regarde pas l'ennemi comme un criminel, comme une incarnation du mal. Et ça, c'est quelque chose qui va évidemment très loin. Schmitt oppose la théorie un peu théologique du Moyen-Âge de la guerre à juste cause, à justa causa, à celle de l'époque post-westphalienne, la guerre à ennemi juste, host justus hostis, dans laquelle on combat bien entendu un ennemi, mais en admettant qu'il a ses raisons, lui aussi, de se battre, et en n'oubliant pas surtout que celui que l'on combat aujourd'hui sera peut-être l'allié de demain. Dès l'instant où on sort de cette conception de la guerre, qui, il faut bien le dire, s'apparente en quelque sorte au duel, bellum et duellum, d'ailleurs c'est la même origine, on s'engage sur la guerre morale, la guerre discriminatoire, dans laquelle l'adversaire n'est pas seulement quelqu'un que l'on combat parce que les circonstances font qu'on le combat, mais il est un criminel qu'il faut non seulement combattre, mais éradiquer, rééduquer une fois la paix revenue, ce qui efface pratiquement toutes les distinctions entre le combattant et le non-combattant, le civil et le militaire, l'arrière et le front, et toutes ces choses, n'est-ce pas ? Et c'est là où Schmitt met en cause les guerres humanitaires, que l'on a vu depuis se développer à un point extraordinaire, qui ne sont que des opérations de police internationales, dans lesquelles on décrit régulièrement l'ennemi comme un monstre et comme le mal. Les États-Unis se sont fait une spécialité de dénoncer l'axe du mal. Tout récemment encore, en Arabie Saoudite, Donald Trump disait les pays qui incarnent le mal. Lorsqu'on est dans le mal, évidemment, on ouvre la porte à la guerre totale. Pourquoi ? Parce que contre le mal, tous les moyens deviennent légitimes. Les bombardements de populations civiles, les déluges de phosphore, les camps de concentration, les blocus, tout devient permis. Et donc, Schmitt n'est pas du tout une sorte de belliciste à tout craint, il est un réaliste qui voit dans la vie politique un élément agonal, polémologique auquel on ne peut pas échapper, et en même temps, il donne constamment en exemple, même s'il voit bien que cette époque-là est dépassée, des guerres qui n'étaient ni des guerres de religion, ni des guerres idéologiques. Il montre bien que les guerres idéologiques ont pris la suite, en quelque sorte, des guerres de religion, parce qu'il en va toujours du bien et du mal. Et ses travaux sur comment dire, les relations internationales sont évidemment tout à fait décisifs. Alors, ce que vous dites est très, très intéressant parce qu'effectivement, Schmitt a pris acte de la disparition, au lendemain du traité de Versailles, de la disparition de ce qu'il appelait l'ordre westphalien, le Jus Publicum Europaeum, qui était fondé précisément sur la notion de limite. Oui. C'est vrai que chez Schmitt, d'ailleurs, je dirais que fondamentalement, la notion de limite irrigue tous ces concepts, que ce soit d'ailleurs le concept de politique, qui est un concept de limite, bref. Et c'est vrai que cette notion de limite, qui précisément oblige les ennemis à ne pas franchir un cap qui irait jusqu'à déshumaniser, donc à sortir de l'humanité, son adversaire, pour précisément ménager la possibilité d'une réconciliation, voire d'une paix durable, sinon des alliances ultérieures. Et ça, chez Schmitt, c'est quand même fondamental. Et je pense... Je vous coupe une seconde. C'est là où son catholicisme est un peu paradoxal. Oui, mais parce qu'il n'a pas du tout l'esprit de croisade. Non, du tout. Pour lui, la guerre, c'est jamais le bien contre le mal. Non. Donc, il n'y a pas de vision manichéenne. Les deux là aussi, posent des problèmes d'interprétation très intéressants. Alors, on pourrait parler de son catholicisme, qui évidemment a été à géométrie variable, et je pense qu'il a subi, d'ailleurs, ce sera peut-être la seule parenthèse que je m'autoriserai, étant catholique moi-même, son catholicisme a subi, je dirais, une certaine inflexion lorsqu'il a subi l'excommunication au lendemain ou suite à son mariage, son second mariage avec Duška Teodorović,
puisque sa première femme il avait divorcé avec sa première femme qu'il avait trompée. Bon. Mais voilà, donc chez Schmitt, évidemment, le catholicisme est quelque chose d'assez curieux qui mériterait peut-être d'autres discussions. Je reviens sur le concept de limite. Je dirais que c'est sur cette opposition qu'il avait bien vue. Je n'étais pas le seul d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est lui peut-être à qui on doit de l'avoir véritablement théorisé, de l'avoir vraiment mise en forme. Cette opposition donc, entre le droit public européen et ce nouveau droit international, je dirais sous influence américaine, c'est de ça dont il s'agissait, c'est là-dessus aussi qu'il va fonder sa théorie des grands espaces, qui n'a rien à voir évidemment avec la théorie de l'espace vital, le Großraum, qui n'est pas le Lebensraum nazi, car précisément, Schmitt considérait que, évidemment, alors on revient un petit peu à ce que vous disiez sur l'État, la crise de l'État précisément, Schmitt avait certainement pris acte aussi que de la disparition peut-être, ou en tous les cas des modifications structurelles de l'État qui allaient peut-être se fondre, d'accord, je dirais, au sein de grands espaces. Alors, pour faire très vite, Samuel Huntington, dans sa théorie du choc des civilisations, avait évidemment mis en évidence ces grands espaces civilisationnels. Et Schmitt avait préfiguré, en quelque sorte, je ne dirais pas ce choc des civilisations, mais en tous les cas, cette apparition, ce nouveau nomos de la Terre, cette nouvelle mensuration. Ce qui est intéressant d'ailleurs, je relisais un texte de lui, il n'y a pas très longtemps, qui est paru dans les années 50, donc au plus fort de la guerre froide. Oui. À un moment, le monde était coupé en deux. Vous aviez le monde libre, entre guillemets, d'un côté, sous protection américaine, de l'autre côté, le bloc soviétique. Et Schmitt regarde cet état du monde et dit, est-ce que ça va se perpétuer? Est-ce que ça va disparaître, mais pour arriver à une sorte de gouvernement mondial? Et il dit, je n'y crois pas. Je crois que l'on va vers un monde multipolaire, organisé autour de grands espaces, c'est-à-dire de grands creusets, de grandes zones de culture et de civilisation. Alors ça, c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier que Schmitt, dans sa longue carrière, a été un critique féroce de la Société des Nations, et notamment de cette idée que véhiculait la Société des Nations que, par l'entente cordiale, si j'ose dire, on allait mettre un terme à la guerre, on va faire guerre à la guerre. Et Schmitt disait, vous savez, la paix, c'est tout autre chose que le pacifisme. Absolument. Si on veut faire la guerre à la guerre, alors on va déclencher des guerres qui seront encore plus brutales et encore plus inhumaines. Sauvage, absolument. La paix est un état préférable à la guerre, mais si l'on veut faire disparaître la guerre, on n'aura pas la paix, on aura au contraire des guerres dévastatrices et destructrices comme on n'en a jamais vu. Et Schmitt rajoutait d'ailleurs que concevoir la guerre au nom de l'humanité, cette fameuse notion de bien, Schmitt disait que c'était catastrophique, puisque, paraphrasé Proudhon, qui dit humanité veut tromper. Et finalement, quelqu'un un ennemi, en tout cas, désigné, pour reprendre l'expression schmittienne, qui déclarerait faire la guerre au nom de l'humanité, il faudrait s'en inquiéter. D'ailleurs, il y a tout lieu de s'en inquiéter, d'ailleurs. Il y a une raison très forte à cela, c'est que l'humanité n'est pas un concept politique. Ah non. C'est même tout le contraire. Étant donné que le politique repose sur le polémologique, il faut qu'il y ait au moins deux parties face à face. Absolument. S'il n'y en a qu'une, il n'y a plus de politique. Donc l'humanité n'est pas un concept politique. C'est une réponse aux naïfs qui se prétendent citoyens du monde. Oui. Mais on ne peut être citoyen que d'une unité, d'une société ou d'une communauté politique. Absolument. Or, le monde n'est pas une unité politique, donc on ne peut pas être citoyen du monde autrement que sous l'angle de la métaphore aimable et bucolique, n'est-ce pas ? De la poésie. Oui. Cet aspect, je crois que c'est très important parce que c'est l'aspect qui fait l'actualité de Carl Schmitt. Si on prend toute la démonisation de l'ennemi, c'est-à-dire mettre l'ennemi au dehors de l'humanité,
Schmitt a, dans sa critique de la Société des Nations et du projet pacifiste de faire guerre à la guerre, il a vraiment anticipé notre situation actuelle. Oui, mais je voudrais revenir à propos de votre considération sur la question du catholicisme, à propos de ça. Parce qu'en effet, le catholicisme schmittien, de Schmitt, est très particulier, bien sûr. Mais ce qu'il souligne, c'est que l'unité politique du catholicisme ne présuppose pas l'uniformité des catholiques. C'est-à-dire, il commence par prendre l'expression d'un théologien protestant, Adolf Harnack, en caractérisant l'Église catholique comme un complexe oppositorum, n'est-ce pas, un complexe d'opposés. Et donc, ça veut dire que le catholicisme, pour lui, ça serait une unité politique paradigmatique, parce que ça serait la structure d'une unité politique qui existe en tant qu'unité, pas en éliminant la pluralité interne, mais en faisant de cette pluralité une unité. Et ça évoque bien sûr le concept de décision et le concept de représentation. Et donc la décision papale, et bien sûr il est un catholique du Concile Vatican Ier, n'est-ce pas, avec le dogme de l'infaillibilité papale et toute son influence des textes de Mestre à propos de la relation entre infaillibilité et souveraineté. Il voit dans l'Église catholique vraiment l'unité politique paradigmatique, et je crois que c'est intéressant. C'est vrai. Alors, il a par ailleurs beaucoup écrit sur la notion de représentation, en liaison avec la notion à laquelle il attache une très grande importance, évidemment, de souveraineté. Il a un raisonnement d'ailleurs qui, sur ce point, n'est pas très différent de celui de Rousseau. C'est-à-dire que lorsque le peuple souverain vote pour désigner ses représentants, ce vote est une délégation de souveraineté qui fait que le peuple n'est plus souverain dès le lendemain de l'élection. Nous d'ailleurs, si je peux me permettre, ça permettra aussi peut-être de... Son concept d'état total, on lui a d'ailleurs si souvent reproché, c'est pas un état totalitaire, c'est l'état total précisément, il a une conception très politique. Il faut pas oublier que c'est un juriste, donc il conçoit le droit, d'accord, profondément le droit, c'était vraiment un juriste intégral en termes politiques. Et il considérait que l'état total, c'était précisément, d'accord, cette fusion, à défaut de... d'accord, cette absorption entre les gouvernants et les gouvernés, précisément. Il n'y avait pas là, vous avez tout à fait raison de souligner, je dirais, sa filiation. D'ailleurs, c'est un rousseauiste, vraiment... oui, l'état total, c'est état total par faiblesse. N'est pas en train de se détacher de la société. C'est l'état total est un concept qu'il crée. Ce que lui ont d'ailleurs reproché, là aussi, les nazis. Oui, non, pour décrire la République de Weimar et pas la situation de... Mais les nazis, quand ils lui ont, notamment dans son fameux ouvrage « État, mouvement, peuple », justement, précisément, il avait en tête, on pourrait en discuter des heures, mais il avait en tête précisément cette conception, d'accord, homogène, j'aime bien ce terme, homogène de l'État. Que l'État, précisément, c'était, et là-dessus, il battait en brèche, évidemment, la notion de représentation qui était tout sauf démocratique. C'était vraiment l'État démocratique. C'est là-dessus qu'il faut, je pense, insister pour c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, quand même, beaucoup d'erreurs. Schmitt était aussi un théoricien de la démocratie, ce qu'on oublie en feignant de croire que État total, État totalitaire, c'était la même chose, alors que c'est exactement le contraire, et ainsi de suite. Mais alors, il faut ne pas l'avoir lu pour dire ça. Il nous reste malheureusement peu de temps. J'aimerais qu'on dise quand même quelques mots sur un autre grand chapitre de l'œuvre schmittienne, qui est les rapports entre théologie et politique. Schmitt, ça a été le problème de toute sa vie, l'un des problèmes de toute sa vie, puisque son premier livre, qui s'appelle Théologie politique, paraît en 1922, je crois.
Le deuxième paraît en 1970 dans le cadre d'une polémique avec Peterson, Blumenberg, etc. Bon, toutes choses dans le détail desquelles on ne va pas rentrer. Mais la grande idée de Schmitt, et là aussi, comme d'habitude, au début de ses livres, il y a toujours une phrase décisive, c'est que tous les grands concepts de la science de la politique de l'État ou de la science politique de l'État moderne sont d'anciens concepts théologiques qui ont été ramenés à leur dimension profane. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir dire cela. À dire cela, le philosophe Karl Löwit, qui n'aimait d'ailleurs pas beaucoup Schmitt, dit également la même chose. Et puis, quantité d'auteurs l'ont dit également. Mais sur ces rapports, l'un de l'autre, vous voulez dire sur cette théologie politique, les leçons que l'on peut en tirer? Eh bien, je dirais que la théologie politique, comme elle est présentée par Schmitt, auparavant, c'est une méthode de compréhension des concepts politiques. C'est-à-dire, ce qu'il dit, avec sa notion de sécularisation des concepts politiques, c'est que pour comprendre sociologiquement et politiquement ces concepts, on doit faire une archéologie de ces concepts et comprendre le mouvement qui va de la théologie aux politiques. Et donc, c'est une thèse polémique. Vous avez, je me souviens seulement Hans Blumenberg, par exemple, dans le concept de la légitimité d'État moderne, toute la question de cette... Le grand problème de la sécularisation. Voilà. Mais aussi, cette notion le permet vraiment d'avoir une thèse sur l'origine de la modernité, c'est-à-dire cette question de conserver le conflit, mais en neutralisant, comme je disais, c'était auparavant, le fanatisme et le modèle, le paradigme du conflit entre des positions unilatérales, ça serait le conflit religieux. C'est-à-dire, le conflit religieux, ça implique une opposition totale entre des ennemis qui ne reconnaissent pas. Et donc, je crois que la théologie politique de Schmitt est pensée aussi à partir de cette notion que le conflit politique implique cette neutralisation des conflits d'une autre nature. C'est une conception assez dialectique d'ailleurs de la sécularisation, oui. Parce que d'un côté il y a distanciation, notamment de la dimension de transcendance, et en même temps il y a conservation. La conservation, un peu à la façon, toute proportion gardée, oui. Dont les révolutionnaires ont mis bas l'ancien régime et les prérogatives du roi, mais pour les conserver en les transférant à la nation. Voilà. Voilà. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais c'était juste pour Aristide Lecat. Pour compléter il y a une notion chez Schmitt, il est quand même bien clair que l'organisation de l'État est en miroir par rapport à l'organisation de l'Église catholique. Il faut quand même avoir ça en tête. Ce qui lui a permis d'ailleurs d'acclimater une notion qu'il a tirée de chez saint Paul, la notion de catéchone, retardateur. Considérer que l'État, d'accord, et qui plus est l'État total, eh bien, était un retardateur, d'accord, de la crise du politique, voilà, et donc de désagrégation de la société. C'est assez important. J'avais trouvé ça quand je m'étais replongé dans son texte. J'avais été frappé effectivement de voir qu'il avait. Disons que cet emprunt du retardateur, cette notion de retardateur, est assez frappé de la force de l'évidence. Non, c'est très important, c'est un autre aspect de ce qu'il dit sur la théologie politique. Mais ça rejoint, si vous voulez, l'aspect de conservation. Préciser juste deux mots, parce que tout le monde ne connaît pas bien sûr la notion de catéchone. C'est un mot qui se trouve dans un passage un peu obscur de la deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens, et où le catéchone est un peu assimilé à ce qui va retarder l'arrivée de l'Antéchrist, n'est-ce pas, qui va retarder le mystère d'iniquité dans une perspective catholique. Laisse-moi seulement aider.
iniquité qui est la traduction de anomia en grec. De l'anomie, absolument, Anomia. absolument, tout à fait juste. Et le droit était un retardateur, d'ailleurs, chez Schmitt. Et dans la vision générale de Schmitt, le monde se dirige vers la fin des temps, mais il y a des événements, des époques ou des institutions, voire des hommes, qui retardent l'échéance mauvaise et qui sont des catéchones. Donc, comme vous l'avez dit, retardateurs, en allemand Aufhalter, et qui vont... C'est un aspect très intéressant. Bon, on ne peut pas malheureusement tout voir. Alors, on arrive pratiquement à la fin. Je dirais que, d'abord, j'ai parlé tout à l'heure de la fièvre de traduction et de commentaires qui a entouré et qui continue d'entourer l'œuvre de Schmitt. En français, aujourd'hui, presque tous les livres de Schmitt et beaucoup de ses articles ont été traduits. On trouve ça sur Amazon ou ailleurs, y compris chez des grands éditeurs comme les Presses universitaires de France, les éditions du Seuil, les éditions Gallimard. Presque tout a été traduit à quelques rares exceptions près. J'en profite pour signaler que dans quelques jours, va être publiée aux éditions Pierre-Guillaume Deroux une nouvelle édition d'un livre de Schmitt, Terre et mer, dont nous avons déjà parlé, qui était devenu totalement introuvable, qui va donc reparaître dans les premiers jours du mois de juillet avec une longue présentation que j'ai rédigée moi-même, Terre et mer de Carl Schmitt aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Et cher Alexandre Franco de Sá, cher Aristide Lecat, et en regrettant encore une fois l'absence imprévue de David Cumin, merci à tous les deux, et pour ceux qui nous écoutent, à bientôt.